Bonjour, ça va bien? J'espère que ça va bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Critic Man. Et cette fois on va parler de séries, vous savez, on a séparé maintenant, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Et avant de partir sur les 5 programmes du jour, je remercie bien évidemment les tipeurs qui soutiennent la chaîne. Je vous ai déjà fait le loto des tipeurs la semaine dernière, donc pour alléger les choses, je me contente d'afficher les noms de toutes ces personnes qui sont belles, qui sont rayonnantes. Oh, merci à vous. Mais on se calme parce qu'il est temps de passer donc à la première série. Je sais pas si je vais le garder ce truc, c'est un peu ridicule et en même temps ça me fait marrer. J'ai cliqué là, c'est sur une chaîne japonaise, puisque je vais vous parler de la série Freedom de Shuhei Morita qui est sortie en 2006. Et attention, il y a un piège parce que si on a regardé cette série avec des amis, c'est parce que soi-disant c'était une série de Otomo. Vous savez, le génie derrière Akira, Domu, etc. Mais là il a aucun rapport avec la réalisation ni même l'écriture. Et vous allez voir, ça pose problème. Il s'agit d'une série en mode space opera puisque nous nous situons sur la Lune qui a été colonisée par l'humanité, car l'humanité, on s'en doutait, il a foutu en l'air la Terre. On est obligé de partir, mais du coup il y a une espèce de mystère sur la Terre. Où en est-elle? Est-ce qu'à un moment donné elle va être vivable à nouveau? Et donc on suit notre héros qui farfouille à travers ce mystère, elle trouve des indices, etc. Et alors dit comme ça, le principe, ça peut être assez chouette. Le problème c'est que c'est écrit avec le cul. Ni plus ni moins. Donc il y a une espèce de sensation très étrange, naïveté, ça va trop vite à certains moments et pas assez à d'autres. C'est fluctuant comme l'animation, c'est-à-dire que parfois elle est cool et puis parfois tu sens que voilà, c'est de la série plus pour la télévision, c'est un peu plus bâclé. L'utilisation aussi 2D, 3D, parfois c'est cool, parfois ça fait un petit peu rigide, marionnette. Mais à la limite, cette dimension-là, visuelle, comme le design est chouette, c'est pas forcément très grave. Mais comme l'histoire, espèce de sensation cousue de fil blanc, pseudo-mystère, tu vois le truc venir. Au total, ça doit faire 3-4 heures maximum, mais tu décroches très vite parce qu'il y a une espèce de tonalité bizarre. Petit clin d'œil à Yannick et à Didier, si jamais vous regardez, je me suis maté le dernier épisode justement, parce qu'on avait abandonné. Du mal à laisser comme ça un truc en plan, et j'ai cru avoir fait une bonne affaire au début, parce que sur la première partie de ce dernier épisode, il y a des choses qui commencent à monter un peu en intensité, je trouve, peut-être des thématiques qui commencent à se dégager, et la dernière partie, ça finit en espèce de mélo naïf comme tout le reste. Donc c'est complètement foiré, je lui mets 1 étoile, et puis bah passez votre chemin les amis. Paf! Donc là, je nous ai téléporté sur une chaîne anglaise, puisque je vais vous parler de Inside Number 9, qui est une série écrite et interprétée par Stevie Pemberton et Reese Shearsmith, sortie en 2014 et qui est une série anthologique, donc c'est-à-dire que vous avez à chaque fois un épisode dans un univers différent, à la Black Mirror ou à la American Horror Story. C'est une série américaine, donc j'ai pris, vous avez vu, mon accent hyper américain dégueulasse. Donc là, je vais vous parler de la première saison que je viens de découvrir, qui est sortie en 2014. On est sur un humour assez anglais, en mode absurde, qui serait mélangé avec une mécanique un peu à la Conte de la Crypte. Vous savez, ces histoires un peu d'horreur fantastique, vous avez une espèce de révélation à la fin, ça transforme toute votre vision de l'univers, de ce qui se passait, clairement qui fonctionne sur ce twist de « Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh, en fait, on s'imagine ça et pas du tout ». C'est assez marrant comme principe, mais comme ça change à chaque fois d'univers, je trouve qu'en termes de qualité, notamment d'écriture, c'est très variable d'un épisode à l'autre. Première saison, c'est très court, vous avez 6 épisodes de 50 minutes, mais il faut être prêt à passer du coq à l'âne. C'est un fonctionnement assez particulier, je pense que ça dépend vraiment des gens, c'est-à-dire que ce truc de chute finale, peut-être ça n'intéresse pas tout le monde, et c'est aussi, je trouve, le défaut, c'est-à-dire que si cette chute vous fait pas vraiment d'effet, tout s'effondre. Et ce qui s'est passé dans l'épisode était pas forcément intéressant. C'est pour ça que mon préféré c'est le deuxième, parce que quelle que soit la chute, en fait, l'épisode en lui-même est une espèce de délire un peu slapstick. Vous avez 2 voleurs qui s'introduisent dans une maison et il y a un chassé-croisé entre les habitants et ces 2 voleurs qui veulent passer inaperçus. Cette mécanique-là, déjà, en soi, elle fonctionne, donc moi ça me suffisait, et c'est pour ça que c'est mon préféré. Mais à l'autre bout du spectre de qualité, vous avez notamment le tout dernier épisode que je trouve catastrophique, parce qu'à la fin, t'attends du coup qu'il se passe quelque chose, qui est cette espèce de twist, et il y a rien du tout, et tu te dis quoi? Ça, c'était nul pourri. Donc le principe d'Inside Number 9 est assez ludique, puisque ce chiffre, vous le retrouvez au début de chaque épisode, c'est le numéro de l'appartement, du lieu où on va être. Il y a un petit peu cette espèce de fil rouge de... C'est un univers, c'est un endroit différent à chaque fois, c'est une habitation différente, et déjà ce cadre architectural va définir le monde, et potentiellement la mécanique de l'épisode. Donc je reste mitigé sur cette première saison, parce que c'est, comme je vous disais, en termes d'écriture, c'est assez fluctuant, donc ça va être un 3 étoiles. Je sens aussi qu'ils cherchent peut-être à trouver leur tonalité, pour ça qu'il y a ce côté un peu inconsistant là dans cette première saison. Je sens un potentiel, donc je vous conseille de jeter un œil là-dessus, et puis moi je vais à un moment sûrement vous parler de la saison 2, voir si ça va dans le bon sens ou pas. Et toc, nouvelle série. Alors là, j'ai pas eu besoin de programmer puisque nous allons en France. Ouais, le Bureau des légendes saison 3, série de Éric Rochant. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui explore la DGSE, Bureau de renseignement français. On est dans le mystère un petit peu des espions, des agents, mais
Attention, on est sur quelque chose de réaliste. Vous savez, cette petite patine française qui, quand elle est réussie, est très chouette, et là c'est le cas. On a ce qu'on pourrait appeler des héros ordinaires. On n'est pas à l'américaine avec des gens qui n'existent pas du tout dans la vie. Là, on doit avoir des consultants pour bien vérifier que les choses fonctionnent comme ça. Ce côté réaliste d'un côté, c'est moins spectaculaire, mais c'est aussi potentiellement plus impressionnant, puisque tu dis, ça peut vraiment être comme ça. Ces choses ont sûrement été basées sur des missions réelles. On a un casting plutôt alléchant entre Jean-Pierre Daroussin, Mathieu Kassovitz, Léa Drucker. Même au niveau du casting, vous voyez, on est dans un petit peu cette représentation de l'homme ou de la femme ordinaire, entre guillemets, et qui vit des choses extraordinaires. Et effectivement, le suspense, la tension monte d'épisode en épisode, les intrigues, etc. Et là, sur cette saison 3, je suis un petit peu déçu, parce que ça commence à ronronner, je trouve. Donc si vous connaissez pas, je vous conseille fortement de tester sur la première saison. Et sans dire je me suis fait chier, vous voyez, il y a un petit peu ce système d'intrigue, de personnages qui commence à fonctionner un peu tout le temps pareil. Je trouve que il manque peut-être un petit quelque chose sur le tout début de la saison pour lancer plus fortement. Je me suis peut-être un peu trop senti dans des charentaises, et en même temps, il se passe des choses assez fortes et violentes dès le début, mais je l'ai pas ressenti beaucoup. Alors est-ce que c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de temps entre les deux saisons? En même temps, c'est fait comme ça, les séries, il y en a une par année, donc ce phénomène, comme je disais d'habitude, un petit peu, qui fait ressentir moins fortement les choses. Je me sens pas dans un état d'excitation à voir une potentielle 4ème saison. Ça fonctionne toujours bien, il y a toujours des bonnes idées, etc. Mais je vais rester sur un 3 étoiles. Un 3 étoiles un petit peu supérieur à Inside numéro 9, mais je suis un peu plus mitigé, mais pour d'autres raisons. Tac, et bah du coup, on va aller chez nos voisins outre-Atlantique. On va se finir sur les États-Unis comme des chacals. Tout d'abord, je vais vous parler de Halt and Catch Fire de Christopher Cantwell et Christopher C. Rogers, qui est sorti en 2014, puisque là, je vais vous parler de la première saison. Alors, on est sur un Critic Man spécial série en mode découverte de série, là. Et là, nous allons nous téléporter dans le passé, dans les années 80. Alors, tout de suite, on se dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc en mode rétro, nostalgie, machin. Pas vraiment, je trouve. On n'est pas en mode série Amblin ou je sais pas trop quoi, à la Stranger Things et tout. Limite, on est moins dans le fantasme des années 80 que dans une certaine réalité. Forcément, les choses sont un peu plus dramatisées puisqu'on est aux États-Unis, mais on est un peu plus du côté réalisme, comme le Bureau des légendes, plutôt qu'un truc fantasmé. Pourtant, il y a un aspect très geek puisque ça se passe dans le milieu informatique. Alors d'ailleurs, au début, on peut se dire, ça va pas être très sexy, pas très excitant, des gens qui essaient de fabriquer un ordinateur, de réussir voilà, sur le marché électronique. Mais c'est là où c'est assez génial. Ils ont trouvé un quatuor de personnages très savoureux. Vous avez 2 hommes, vous avez 2 femmes. Déjà, je trouve ça très bien équilibré entre les hommes et les femmes, et la qualité d'écriture des personnages. Et finalement, c'est à travers eux que la série est assez géniale. Soyons clairs, là c'est un coup de cœur parce que la dernière série dont je vais vous parler, ça n'est pas une première saison, donc ce n'était pas une découverte. Tandis que là, il y a un peu l'effet de surprise. Autant l'intrigue, l'aspect un petit peu suspense fonctionne très bien, autant ce qui fait décoller, c'est justement de vivre cette histoire à travers ces caractères-là. Je trouve qu'à la fois, chaque personnage est réussi, et leur combinaison aussi est très réussie. Petite mention d'ailleurs au générique du début, alors il est pas très long, mais c'est un des rares que je regarde à chaque épisode, je le laisse dérouler. J'adore la musique et ce visuel, c'est le seul moment finalement où on pourrait se dire que ça a été fait voilà, en 2018. En termes de design, ça ne peut pas tromper son monde, alors que esthétiquement, les années 80 sont très bien retranscrites. On pourrait vite fait croire que ça a été tourné à l'époque. On tournait pas de cette manière-là, on montait pas de cette manière-là, c'est vrai, ok. Il y a une petite patine qui est plutôt réussie. Donc dans toute œuvre réussie, vous vous doutez bien que cette espèce de truc un peu évident au début, l'informatique, le monde de l'informatique, monter une société, etc., n'est que prétexte à raconter l'histoire de personnes, de couples, d'une vie professionnelle aussi, bien évidemment. En tout cas, à parler d'humains, mais non pas à parler de machines. Et d'ailleurs, ça fait un peu partie des thématiques, rendre un peu plus humaine la machine. Donc, encore une fois, je vous dévoile rien pour vous maintenir le maximum de surprise, mais là, on est sur du 4 étoiles, hein. Donc 4 étoiles, on n'hésite pas, on y va, les amis. Je suis sûr, même si vous en avez rien à foutre des ordinateurs dans l'informatique, que ça peut vous toucher. Et oui, parce que c'est très réussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, là, est-ce que je fais trop rapide? Est-ce que vous voulez que je raconte un peu plus l'histoire? Moi, j'essaie d'être très vague pour juste orienter, voilà, essayer de tester ce truc-là ou passer à côté de ça, tout en vous maintenant au maximum le plaisir de la découverte. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire plus long, plus court, ou c'est très bien comme ça nous va, le rythme. Après cette petite mise au point, il est temps d'appuyer le dernier zapping. Non, j'ai pas appuyé très fort, puisqu'on est resté aux États-Unis, les amis, pour la saison 3 de Mr. Robot de Sam Esmail, qui est donc sorti en 2017, là, c'est du très frais, là. Et moi, on reste dans le monde de l'informatique, mais plutôt orienté hackers, et puis contemporain, avec
avec une grosse touche de monde économique, système boursier, marché, etc., qui est mis à mal justement par les hackers. Tout l'intérêt de cette série, déjà ce contexte en lui-même je trouve est très bien retranscrit et te donne une sensation en permanence extrêmement particulière et qui est dans des thématiques extrêmement contemporaines là pour le coup. Pour ceux qui connaissent pas du tout, le deuxième intérêt c'est quand même son personnage central qui est à la fois un génie et qui est à la fois à moitié pété de la tête. Donc là si vous connaissez pas, ne vous lancez pas sur la saison 3, commencez par la 1. Je pense que ça fout le truc. Enfin, ça fout le truc en l'air. Vous allez rater beaucoup de choses et peut-être vous allez vous sentir perdu. En tout cas, esthétiquement, déjà, la série, limite, est en train de définir une nouvelle façon de filmer les choses. Ah, c'est pas rien, parce que mine de rien, ces systèmes de cadrage très extrêmes. Vous avez la tête bord cadre, mais décalée. C'est un système de cadrage qu'on peut utiliser, mais espèce de décentrement presque systématique, là ça devient une nouvelle forme, puisque de manière un peu plus neutre, on va plutôt mettre la tête un petit peu sur le côté et l'espace vide devant le visage, et dans des cas un peu plus particuliers, on va mettre le visage contre le bord et un espace vide derrière la tête. Souvent, c'est un peu comme si on explorait l'espace mental, pour moi il signifie ça, ce cadrage. Ta tête est comme ça, et l'espace qui est derrière le décor, qui peut apparaître derrière la tête, c'est ce qui se joue un peu dans ton esprit, quoi. Et là, on a cet effet très mental, qui se mélange avec toute cette partie un peu conspiration, comme je disais, monde économique, hackers. Et si je trouve ça aussi génial, c'est que justement, ils arrivent à faire vivre ça à chaque fois, c'est assez difficile à définir cette sensation. Je disais mental et je crois que ce terme définit bien... Ah non! Article 1. Engagement. Susnommé copain du web. Ah merde, putain, pardon, j'ai zappé sur une autre chaîne YouTube. Non, on va pas chez lui là, c'est un gros con celui-là. En tout cas, il y a ce truc mental, comme je disais, tout ça, tout se mélange avec l'univers, l'esthétique, ça fait une espèce de magma comme ça qui te prend, c'est assez dépressif, assez décoloré, et en même temps la partie thriller qui fonctionne super bien, je trouve, et avec quelques éléments comme ça, ils arrivent, je sais pas comment, à chaque fois à relancer l'intérêt et à transformer les choses, ta vision du monde, de ce que cette personne-là était. Vous avez notamment des personnages, je trouve, qui arrivent à avoir une trajectoire assez grande et une grande transformation au fur et à mesure. Là où je disais, voilà, le bureau des légendes, il y a un peu cette sensation de routine parce que les personnages ont toujours la même dimension. Ah, là, il y en a qui se transforment et d'autres non, et du coup, ça crée des dynamiques qui évoluent au fur et à mesure, et je trouve que voilà, ça pourrait commencer à tourner en rond dans cette saison 3, et je trouve que c'est pas du tout le cas. Vous avez notamment, à travers, déjà dans la saison 2, il y avait un épisode formellement complètement fou. Peu de ces séries s'amusent à faire ça. Je veux pas dévoiler, alors comment je pourrais expliquer ça? Une série hyper colorée qui d'un coup fera un épisode en noir et blanc. Voilà, juste un truc comme ça formel. Il y avait un truc comme ça complètement fou, et en même temps c'est complètement cohérent avec ce que la série raconte. Et là il y a encore une espèce de tour de force de malade, et qui encore une fois fait sens quand t'as d'un côté une forme extrême, parce que je parlais des cadrages, je vous ai parlé notamment de la série Légion. Clairement, ils ont été influencés par Mr. Robot, donc quand sur des séries aussi contemporaines que ça, t'as déjà d'autres qui copient un peu ta façon de filmer, tu te dis waouh, la série elle a une influence déjà de malade, il y a quelque chose de marquant derrière. Et pour ça qu'on est sur du 5 étoiles, même sur cette troisième saison, donc je vous le conseille à fond. Par contre, contrairement à Halt and Catch Fire, je pense qu'il est potentiellement ouvert à un plus large public. Là, bien sûr, ça passe à travers des humains et de leurs relations. Je pense que l'univers un peu dark web, etc., si ça vous repousse, je sais pas si vous allez pouvoir rentrer dans le délire. C'est un univers vraiment pesant et tout, même si je trouve ça un peu plus génial que Halt and Catch Fire, je pense que ça parle à moins de monde, potentiellement. Laissez-vous tenter sur une première saison du 5 étoiles, bon bah voilà, vous voyez, il y a un petit truc un petit peu supérieur qui fait que il faut au moins connaître. Et bah voilà, je peux reposer mon petit outil un peu archaïque. On se retrouve donc dans un mois pour le mois ciné puis série. Mais d'ici là, j'espère pouvoir vous balancer un court-métrage d'animation. Ça va durer, je crois, même pas 2 minutes, parce que c'est assez long à faire, cette merde. Ça va sembler pitié quand vous allez voir, vous allez dire, mais c'est pas possible de passer autant de temps pour faire ça. Ce fameux projet avion dont j'avais parlé, donc voilà, j'espère qu'il y aura ça d'ici le prochain Critic Man. En tout cas, je vous embrasse. Le petit pouce bleu de l'abonnement qui permet d'aider la chaîne, et si vraiment vous voulez soutenir, vous savez, vous avez le Tipeee. Bisous, bisous, et bonne série à tout le monde. Vite une nouvelle série. C'est ridiculement génial. Vous pouvez donc voter pour ce dispositif un peu ringard. Est-ce qu'on le maintient ou on passe à autre chose immédiatement?